Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, une vidéo de mode d'emploi du pendule, parce que depuis que je me suis mis à en fabriquer par le biais des baguettes licornes, comme c'est quelque chose qui plaît beaucoup, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui ne savaient pas trop comment ça fonctionne, ce qui est tout à fait normal, parce que moi non plus, je ne savais pas d'en avoir, de l'utiliser. Alors j'ai eu des infos par différentes personnes, je suis allé lire des trucs, puis j'ai découvert des trucs par moi-même. Et puis il y avait aussi certaines inquiétudes par rapport au côté un petit peu euh, magique ou surnaturel qui peut faire flipper. Alors du coup, je vais vous présenter un peu le principe, essayer de démystifier un petit peu, dédramatiser la chose, et ensuite vous proposer différentes façons de l'utiliser. Et puis, comme dans tout ce que je vous propose, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Et donc, on va commencer par le principe qui est en fait vraiment pas sorcier. Le pendule, c'est composé d'un poids qui là, c'est le mien, c'est une baguette licorne, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être une pierre, ça peut être un boulon, un jeu de clés, peu importe, relié à une ficelle ou à une chaîne, ce que vous voulez. Et l'idée, c'est que ça puisse avoir un mouvement pendulaire, d'où le nom pendule. L'idée, le principe, c'est qu'on pose des questions et ça nous répond. Mais en fait, le pendule, il bouge pas tout seul. C'est pas un esprit qui non plus qui le pousse, qui en prend possession. Le pendule, il va tout simplement amplifier et donc rendre manifeste à notre conscience, à notre observation, les mouvements inconscients de notre corps. Donc en fait, à travers le pendule, c'est notre corps qui répond. Et à travers notre corps, c'est selon, on y reviendra après, soit notre inconscient, soit notre âme, soit nos guides, etc., ce qu'on veut, ce qu'on choisit. Alors, souvent, quand on commence l'utilisation d'un pendule, on se sent appelé par un pendule au moment de le choisir, mais c'est pas absolument pas nécessaire. Moi, mon premier pendule, en fait, on me l'a offert. Alors, c'est quelqu'un qui l'a fait pour moi. Comme on peut utiliser n'importe quoi pour le faire, en fait, ça n'a pas trop d'importance. C'est plus personnellement, un côté affectif, personnel. Euh, et quand on l'a, en fait, il n'y a pas de code universel avec lequel à utiliser, par lequel il va s'exprimer. Et donc, souvent, il est recommandé de définir soi-même avec lui, enfin en tout cas avec notre corps plutôt, quel code va être employé. Ces codes peuvent différer selon les personnes, tout simplement parce qu'on a des sensibilités différentes, des façons de fonctionner différentes. Et il y a des codes qui vont être plus fluides pour les uns et pour les autres. Je vais vous donner un exemple tout de suite me concernant. Mais pour définir ces codes, moi je conseille d'en définir quatre. Les deux premiers, ça va être le oui et le non. Alors moi par exemple, vous le prenez et puis vous dites voilà, dis-moi comment tu dis oui. Tac. Moi voilà, ça va être un mouvement circulaire. Dans mon cas, le sens de rotation n'a pas d'importance parce que comme dans ma sensibilité, j'ai du mal à définir la droite, la gauche, à distinguer les sens de rotation, il va pouvoir me dire oui dans l'autre sens aussi. Hop, ça n'aura pas d'importance. Chez certains, le sens de rotation va pouvoir changer la réponse. Ça va pouvoir être un oui, un non ou autre chose. Donc maintenant, je demande de dire un non. Tac. Et moi, là, le non, ça va être un balancement d'avant en arrière. Encore une fois, ce code va pouvoir différer selon les personnes. Ces deux premiers codes étant définis, c'est important donc du coup de bien poser des questions fermées qui se répondent par oui ou par non, et pas des questions ouvertes qui se répondent par oui ou par non, parce qu'a priori, en tout cas dans un premier temps, il ne peut répondre que par oui ou par non. Il peut y avoir de la nuance avec un mouvement plus ou moins fort. Si c'est un petit non, paf, ça va être un petit mouvement. Un gros non, ça va être un mouvement beaucoup plus fort. Et un petit oui, ça va être un tout petit mouvement comme ça. Un gros oui, ça va être beaucoup plus fort. Voilà. Ça peut apporter déjà une nuance. C'est important aussi dans les questions de poser des questions affirmatives. Parce que les questions négatives peuvent occasionner une réponse confuse. Typiquement, si je pose une question,
je veux choisir une direction, je demande est-ce que je vais par là? Si c'est plus facile au pendule de me répondre par oui, par non. Si je dis je vais pas par là, s'il me répond par oui, est-ce que ça veut dire oui, tu vas par là, ou oui, tu vas pas par là, ou non, tu vas pas par là, non, c'est pas ça, il faut aller par là. C'est plus compliqué. Donc l'importance de poser une question fermée et, affirmative ou positive, sans négation qui peut inclure une confusion dans la réponse. Ensuite, pour moi, il y a deux autres codes importants à définir. C'est que des fois, à travers le pendule, notre corps et ce à quoi il est relié n'a pas forcément la réponse. Soit qu'il ne sait pas, soit qu'il ne peut pas donner la réponse, soit qu'il n'a pas le droit de la donner ou qu'on n'a pas à le savoir. Donc du coup, c'est important. Par exemple, je dis un oui, un non, ok. Et comment tu fais quand tu ne sais pas? Tac. Moi, dans mon cas, le code, c'est qu'il va s'immobiliser. Enfin, qu'il va arrêter de... Il bouge encore un peu, mais voilà. Par rapport au reste, je vais voir qu'il s'immobilise. Et le quatrième code, qui peut être important aussi, on en a en général moins souvent, mais ça peut servir, c'est des fois, il ne peut pas nous répondre de manière juste parce que notre question n'était pas bien posée. Donc du coup, il faut aussi définir un code qui nous dit, voilà, la question est mal posée, à reformuler ou à fouiller. Et donc moi, dans mon cas, hop, pour me dire la question est mal posée, il va bouger latéralement. Pour moi, pour moi, c'est très différenciable de faire le non et la question est mal posée. C'est des mouvements que je reconnais facilement. Pour d'autres, ça va pouvoir être autre chose. De manière générale, je ne sais pas, moi, peut-être que vous aurez vu ça. Ça peut donner l'impression que c'est moi consciemment qui ai bougé ma main. En fait, comme c'est le mouvement inconscient du corps, comme je disais, c'est ma main qui bouge. Faut pas avoir peur. En fait, c'est même très important pour laisser le corps répondre, de lui laisser la main sur la main, sur le bras, et donc d'être détendu du bras, de ne pas le crisper, pas être dans le contrôle, parce que sinon on va bloquer ses réponses, en tout cas vraiment les enfants. Donc c'est important d'être le plus détendu possible. C'est bien d'être aussi droit. Je trouve que ça, enfin, on me l'avait dit et effectivement moi je l'ai vérifié pour moi. Si je suis trop affalé, comme ça, les réponses vont être beaucoup moins fluides. Là, pour le coup, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il faut être bien droit au niveau du buste pour pouvoir tenir là bien le bras et qu'ensuite il soit détendu? Je ne sais pas, mais effectivement, c'est mieux d'être debout ou assis, mais droit, le buste droit pour le faire. Et puis, la manière de tenir le pendule aussi est importante. C'est, moi, au départ, je le tenais par le bout. Et en fait, c'est pas fluide parce que, en fait, il y a beaucoup plus d'inertie de par la longueur de la ficelle. Et donc, du coup, ça met beaucoup plus de temps. Vas-y, dis-moi un oui. Ça met beaucoup plus de temps à se mettre en marche. Dis-moi un non. Et ben là, il faut le temps qu'il arrête le oui. Et petit à petit, tac. Alors que, voilà. Et là, il me dit enfin non. Ça fait plus de latence, c'est plus long, c'est moins fluide. Du coup, moi, j'hésite pas à le prendre vraiment court. Dis-moi un oui, tac. Dis-moi un non, non, voilà. Donc, mais pareil, dans la manière de le tenir de la main, si on est un peu trop crispé dans le fait de le tenir, on bloque aussi en partie le langage du corps. Donc l'idée pour être le plus détendu, c'est d'avoir un nœud ou une perle ou un truc comme ça qui bloque au bout, qu'on va bloquer avec le petit doigt pour qu'ensuite l'index et le pouce n'aient pas à pincer la corde, juste à la tenir. Et ensuite, voilà, c'est comme ça permet d'être assez détendu, d'avoir ce genre de mouvement. Euh, donc après avoir défini ces codes, c'est pas mal aussi de poser quelques questions d'ordre général sur, par exemple, on y revient, qui parle, avec qui se fait le dialogue. Comme je disais, ça peut être ma part inconsciente. Est-ce que c'est mon âme qui, pour moi, est distincte de mon ego? Moi qui vous parle, je suis l'ego. L'ego est une partie de l'âme, mais l'âme qui peut être plus ou moins connectée à l'âme. L'idée, pour moi, dans ma démarche, c'est d'être le plus connecté à l'âme. Donc l'âme peut parler, ça peut être nos guides autour qui sont des associés de l'âme, donc en général, ils fonctionnent ensemble.
Pour certains sur une croyance, ils peuvent demander à Dieu. Enfin, moi, c'est vrai que c'est pas un truc qui me parle. Euh, Est-ce que ça peut être d'autres êtres, d'autres âmes, d'autres entités? Euh, Moi, personnellement, je, et là, je pense qu'en fait, c'est nous-mêmes qui définissons ce qui parle, ce avec quoi on parle. Donc, moi, par exemple, est-ce que c'est mon inconscient qui parle? Non. Est-ce que c'est Dieu? Non. En même temps, j'y crois pas, donc forcément. Ou en tout cas, on n'est pas sur la même fréquence. Est-ce que c'est mon âme? Voilà. Est-ce que ça peut être mes guides aussi? Oui, parce qu'ils fonctionnent ensemble en général. Est-ce que ça peut être une entité? Là, non. Est-ce que ça peut être une autre âme, un autre esprit? Non. Et dans ce cas, moi, si je veux avoir par exemple, si je sens une présence et que je veux savoir ce que c'est, en fait, je peux pas demander directement à la présence de me parler directement par mon biais. Euh, je vais demander plutôt au guide, à mon âme, de me donner les informations de ce que eux captent. Et c'est par leur biais que je vais avoir la communication. Comme ça évite les interférences, les questions de parasitage et voire de possession. Mais tout ça, d'ailleurs, ces idées de parasitage et de possession, ça va dépendre pas du tout de notre utilisation du pendule, mais déjà de nous, de notre ancrage, des protections qu'on peut mettre, etc. Donc c'est quelque chose à faire, à mettre au clair en amont. Ceci dit, ça peut nous y aider si on cherche d'abord à se connecter à notre âme, ce qui est un peu notre mission de vie. C'est elle qui va nous indiquer ce qui nous semble le plus juste. C'est important aussi, du coup, de prendre en compte, à mon sens, que toutes ces réponses ne sont pas des vérités absolues, objectives, mais qu'il s'agit bien, on va dire, de personnalité, donc ça va être des réponses relatives et subjectives. Donc, pas à prendre comme des vérités absolues, des ordres à suivre, mais plutôt comme des conseils, des opinions qui peuvent se tromper. Du coup, c'est important aussi de se poser la question, de poser la question, ce avec quoi on communique, sur quel sujet on peut travailler avec le pendule. Par exemple, est-ce que je peux connaître l'avenir? Non, c'est pas enfin, en tout cas pour moi, c'est pas la thématique, c'est pas ça avec quoi je vais travailler. Est-ce que je peux connaître les intentions des autres, par exemple? Non. Est-ce que je peux chercher des objets ou de l'eau quelque part? Non, voilà. Moi, avec moi, ça va pas servir à ça. Par contre, est-ce que je peux avoir des conseils sur moi, ma façon de vivre, de penser, ben voilà, ça me dit carrément oui. Donc en fait, chez moi, ça va vraiment être ça. Et je pense que dans la plupart des cas, c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir enfin, se focaliser. C'est aller chercher des conseils pour soi, ce- pour notre mode de vie, notre façon de penser, nos chemins de vie, nos missions de vie. Et je pense que c'est vraiment important, le principal. Moi, je m'en sers beaucoup, par exemple aussi pour tout ce qui est de l'inspiration créative, que ce soit en dessin, en sculpture, pour les baguettes, pour les articles, l'écriture, le livre, les livres. Bah, du coup, je vais beaucoup demander, ok, quand je réfléchis, déjà, je demande éventuellement de l'inspiration, et puis si je ne sais pas bien distinguer, ce qui m'arrive souvent, entre ce qui est la pensée de mon ego conditionné et ce que vont me conseiller mon âme ou les guides, les esprits de la nature, je vais demander, voilà, j'ai deux options, ou alors j'ai enfin déjà j'ai une option, est-ce que vous m'avez bien demandé ça? Et je viens de demander confirmation, ça, alors non, on t'a pas proposé ça, ou alors oui, on t'a proposé ça, donc je vais dans ce sens-là. Si je souhaite aller dans ce sens-là, si ça me parle, hein, bien sûr. Euh, Moi, je m'en sers beaucoup aussi pour quand je suis confronté à une situation problématique entre guillemets, c'est pas forcément difficile, mais voilà où j'ai des choix à faire, où j'ai des impulsions, et que je souhaite quand même être en conformité avec mon âme. Je me demandais est-ce que voilà, je suis confronté à cette situation,
Est-ce que je vais réagir comme là, l'impulsion me le dirait? Non, ok, je vais patienter. Est-ce que je peux réagir de cette façon? Voilà, après, c'est à chacun de développer sa manière de voir les choses. On peut aussi avoir le oui et non, c'est un peu limité. On peut aussi proposer des QCM, des questions à choix multiples. C'est-à-dire, on va dire, ben, par exemple, je me balade, j'ai envie de me laisser aller à la découverte, à me laisser guider. Et par exemple, j'arrive à une patte d'oie et j'ai trois chemins, tout droit, à droite, à gauche. Bah, je vais pouvoir demander, voilà, de quel côté je vais. Oh, allez, bah, je vais à droite. Allez, je me laisse aller là. De la même manière, si j'ai, par exemple, trois options possibles dans les choix que je dois faire, choix de couleur, choix de réflexion, d'écriture, voilà. Je peux dire, voilà, j'ai le choix 1, le choix 2, le choix 3, voilà, et il va me dire celui-là ou un autre, etc. Ça va m'aider à choisir. Ça va pouvoir permettre de déployer un petit peu la gamme, la gamme de choix et la gamme de réponses. Ensuite, il peut y avoir d'autres outils qui vont pouvoir compléter l'utilisation du pendule. Ça va être ce qu'on va appeler les biomètres. C'est général sur des feuilles de papier imprimées ou qu'on peut dessiner soit des demi-cercles, un petit peu comme des rapporteurs, avec soit plusieurs réponses possibles, soit des degrés de réponse. Par exemple, les échelles de Bovis qui servent à appréhender un petit peu les intensités vibratoires. C'est un peu comme des rapporteurs, elles sont graduées et vont nous permettre d'indiquer la puissance vibratoire d'un lieu, de quelque chose. Ces biomètres ils peuvent être déclinés. Il y a des maisons d'édition qui proposent des carnets avec plein de solutions possibles qui vont pouvoir permettre, par exemple, de définir. Moi, j'aime bien définir, par exemple, si j'arrive pas trop à capter à un moment parce que je suis un peu embrouillé, les présences que je peux sentir. Il y a des biomètres avec sur chaque segment le nom d'un esprit de la nature. Est-ce que ça va être une fée? Est-ce que ça va être un dragon? Est-ce que ça va être un faune ou quelque chose comme ça? Ça peut servir à ça. Et il y a plein de variantes sur les noms des anges, des trucs comme ça. Moi, c'est pas un truc avec lequel je travaille, mais du coup, pour ceux qui sont sur cette fréquence, ça peut leur servir. Les, par exemple, par rapport aux maladies ou alors les traitements qui peuvent être les, par exemple les plantes qui peuvent aider dans certains déséquilibres, etc. Il y a une infinité. Après, c'est notre créativité, notre inventivité, notre curiosité qui va permettre de définir et d'aller chercher les réponses dans ces biomètres ou les créer. Et puis, moi, j'aime bien utiliser, alors là, je vous le montre en format papier, je vous dirai après comment je l'utilise, mais par exemple, un biomètre avec les pourcentages, je trouve ça assez pratique. Moi, par exemple, je me pose beaucoup de la question euh, les, sur l'alimentation et me demander, voilà, tel aliment, grosso modo, ce qui est d'abord un dégrossissement, à quel pourcentage il va être bon pour moi, en gros, parce que c'est jamais soit très bon, soit très mauvais, il y a des mélanges, il y a, soit c'est plutôt bon, plutôt mauvais, enfin, il y a des degrés, et puis surtout qu'il y a des éléments dans ce même aliment qui vont être très bons et d'autres qui vont l'être moins, et donc qui vont, en affinant les questions, à pouvoir affiner les réponses. Et du coup, par exemple, je vais vous citer quelques exemples sur l'alimentation. Pendant un moment, j'ai arrêté de manger du pain parce que voilà, le gluten, c'est pas bon, etc. Et donc bah, là, je me suis mis, j'ai toute une démarche de réintégrer certains féculents. Donc j'ai posé la question et par exemple, voilà, le pain, voilà, quel point c'est bon pour moi. Alors ça me dit 50%. Pour moi, 50%, c'est pas suffisant. Euh, Ça, c'est mon choix personnel. Ça veut pas dire que c'est très mauvais, mais pour moi, voilà, ça fait partie du pas intéressant. Et moi, c'est au-dessus de 50% que je vais me dire, ok, c'est assez intéressant pour moi, je vais le prendre. Par contre, j'ai posé une question très large. En fait, le pain, il y en a plein de sortes. Et donc, du coup, si je précise, le pain blanc, par exemple. Ah ouais, bah là, le pain blanc, on me dit 0% dans le sens où non, ça va pas être cool, ça va rien t'apporter d'intéressant, ça va m'être plutôt poser des problèmes, donc laisse tomber.
On peut en fait aussi à chaque fois qu'on utilise un, un biomètre ou quoi, c'est d'abord on regarde des fois il y a plein de petites graduations pour être sûr. Une fois qu'il nous montre une réponse, on va se mettre au-dessus. Au départ, il me disait 50%. Si je me mets dessus, est-ce que tu confirmes? Oui. Est-ce que par exemple c'était un peu moins? Non. Voilà. C'est bien de faire une confirmation derrière. Ça peut être plus pratique. Selon s'il y a plein de réponses, c'est qu'on peut se planter dans la finesse de la réponse. Là, du coup, le pain blanc, il me disait 0%. Mais ça veut dire qu'il y a peut-être des pains qui sont meilleurs pour moi. Donc, je vais y aller graduellement. Est-ce que le pain de campagne, c'est bon? 25%. Donc, c'est pas ouf. Le pain complet. Déjà, c'est meilleur, mais j'arrive à 50, un peu plus de 50%. Et moi, par exemple, le pain que j'ai introduit, c'est le pain de seigle qui pour moi passe beaucoup mieux. Et là, on est entre 75% et 100%. Donc là, je me dis, allez, ça c'est cool. Si j'ai une envie de pain, je vais prendre ça. Hop, il me dit oui. Pareil pour le fromage. Le fromage, voilà, tac, il me dit 50%. C'est pas ouf. Mais il y a plusieurs sortes de fromage. Donc par exemple, si je demande, voilà, le fromage de vache. Tac, là on est en dessous des 25%, donc ça me dit non, le fromage de vache vaut mieux que tu évites. Fromage de brebis, bah, du coup, là il remonte, il est plutôt à 75%. Ah, du coup, ça c'est plutôt bon. Après, on pourra définir les quantités, à quel rythme, enfin à quelle fréquence on peut en manger. Et par exemple, fromage de chèvre, pouf, bah, il me dit 100%, donc je peux y aller. De la même manière, je peux poser la question de est-ce que le régime vegan est bon pour moi? Alors, il est entre 0 et 25%. Alors, ça ne veut pas dire que c'est entièrement mauvais, mais est-ce que ça veut dire que je peux le prendre en cure, voilà, sur des temps courts, mais est-ce que c'est bon au quotidien, un régime, enfin, sur le long terme? Pour moi, non. Je dis bien pour moi, hein, parce qu'on a tous des sensibilités différentes. Du coup, le régime omnivore, régime classique, hop, là, on est entre 25 et 50%. Donc sur le long terme, ça irait un peu mieux, mais c'est vraiment pas top non plus. Donc ça veut dire que je serais plutôt végétarien. Enfin, l'idéalement, ce serait plutôt ça, mais entre 75 et 100%. Donc ça veut dire que est-ce que je dois intégrer quand même de temps en temps des substances animales, enfin de la chair animale? Pour moi, il me dit oui. Est-ce que par exemple le bœuf, pour moi, c'est 25%, donc il vaut mieux éviter. Le porc, un peu mieux, mais pas ouf, c'est en dessous de 50%. Le poulet, ah, déjà on est à 75%, c'est déjà pas mal. Le poisson, là, 100%, d'accord. Mais du coup, est-ce que le poisson, j'en ai besoin tous les jours? Non. Est-ce que c'est bon que j'en mange tous les jours, par exemple? Non, c'est pas bon pour que j'en mange tous les jours. Si j'en mange une fois tous les 2 jours, c'est un peu mieux, mais c'est toujours pas ça. Est-ce que c'est une fois par semaine? 50%. Ah non, donc du coup, moi en fait, ce serait plutôt une fois toutes les 2 semaines, ou alors faut. Ouais, là j'étais en train de penser, ou alors faut que j'écoute mon envie quand j'ai à un moment une envie de poisson. Ça fonctionne comme ça, c'est aussi beaucoup pour moi pour les aliments. À un moment, je vais pas en avoir besoin. Puis à un moment, ponctuellement, je vais en avoir besoin de ça ou autre chose, hein, je vais avoir un goût qui va me dire. Et donc du coup, j'ai demandé, ah tiens, j'ai envie de ça. Est-ce qu'il faut que j'en prenne? Oui, ok. Et puis éventuellement, je peux demander combien de temps, etc. Donc voilà, on peut. Et après, c'est à nous, notre manière de préciser, d'affiner, de nuancer nos questions qui va nous permettre d'avoir des réponses de plus en plus justes. Pour ces questions-là, je pense que, est-ce que, par exemple, l'alimentation, est-ce qu'il est capable de me répondre? C'est bien de demander aussi, voilà, bon, bah, ça, j'aurais dû le faire avant, et de demander est-ce qu'il peut me répondre sur ces questions-là. Est-ce que tu peux me répondre sur la météo qui va faire demain? Non, voilà, par exemple. Est-ce qu'il y a besoin, pour savoir la toxicité ou les bénéfices d'un aliment, que je l'ai déjà goûté, ou est-ce qu'il peut me répondre sur des éléments que mon corps ne connaît pas encore? Donc là, j'ai deux réponses. Je peux pas, là, il ne peut pas me répondre. Donc je veux dire,
je vais lui proposer deux solutions. Est-ce que tu peux me répondre que sur les aliments que j'ai déjà mangés, ou tu peux aussi me répondre sur ceux que mon corps ne connaît pas encore. Ah, là il va au milieu. Donc soit ça veut dire les deux, soit ça veut dire ni l'un ni l'autre. Alors est-ce que ça veut dire les deux? Est-ce que ça veut dire ni l'un ni l'autre? D'accord. Donc en gros, ouais, ok. Ça va être plutôt, c'est plus facile de le définir à partir du moment où je l'ai goûté, ok. Mais ça va être possible aussi de manière un peu moins précise sur les trucs que j'ai pas goûté, c'est ça? Voilà, ok. Ouais, vous voyez, c'est la démarche. J'ai fait un peu le tour du fonctionnement. Maintenant, est-ce qu'il y a ma- comme moi j'utilise beaucoup, on m'a beaucoup alerté sur le fait que éventuellement je risquais de l'utiliser trop. Et donc la question se pose, est-ce qu'on peut trop l'utiliser ou est-ce que ça peut avoir des conséquences, notamment la peur de est-ce que du coup je vais juste obéir à mon pendule et plus avoir mon libre arbitre? Enfin, ça c'est quelque chose que j'ai entendu. En fait, ça va vraiment dépendre de la manière dont on l'utilise. Moi, je l'ai beaucoup utilisé à un moment enfin, à une période où le quotidien était tellement intense que j'avais plus le temps de me poser pour réfléchir, pour laisser monter mon ressenti. Donc, par solution de pratique, je demandais oui, non, voilà. Euh, Moi, ça me posait pas de problème. On m'a dit oui, mais ça peut être très fatigant. Oui, en fait, ça va. Ce qui va pouvoir être fatigant, c'est l'enjeu émotionnel, le stress qui va susciter la question, qui va pouvoir être à la fois fatigant pour nous et à la fois qui va pouvoir brouiller les réponses. Dès lors que, par exemple, si on a trop envie d'une réponse, on va pouvoir influencer, notre conscient va pouvoir influencer la réponse, bloquer notre inconscient, il va pouvoir avoir une lutte interne. Donc dans ce cas-là, effectivement, c'est mieux d'arriver à se poser, d'avoir un temps de méditation avant. Après, si les questions n'ont pas grand enjeu, par exemple, tiens, midi, est-ce que je prends des fromages ou dessert? Voilà, ça n'a pas de grosse importance. Puis c'est des questions assez futiles. On peut les utiliser pour ça, pour se dire, tiens, est-ce que c'est un peu mieux ça? L'important, c'est de le prendre vraiment comme des conseils subjectifs et pas comme des vérités absolues ou des ordres à suivre. C'est vraiment important. Je pense que c'est ça qui peut être vraiment nuisible. Moi, du coup, dans les remarques qu'on a pu me faire, c'est que euh, dans des situations conflictuelles, j'ai pu dire, bon, bah, non, je décide ça, et le pendule me le confirme, et la personne a pu l'interpréter comme si c'était le pendule qui décidait. Non, moi j'avais cette impulsion, l'envie de réagir d'une certaine manière. Par contre, j'ai demandé au pendule, à mon âme, est-ce que je peux réagir, est-ce que c'est ok de réagir comme ça? Et je dirais que la plupart du temps, quand on arrive à être aligné, l'âme est généralement d'accord avec nos réactions. Par contre, effectivement, quand on peut être vraiment trop en situation de survie, émotionnellement trop en trop plein émotionnel, ça peut brouiller les réponses et du coup, on peut avoir envie d'avoir des réactions qui ne seraient pas justes. Et dans ce cas-là, de temps en temps, effectivement, ça peut être bien de dire, ok, là, bah, mon âme me dit que non, il vaut mieux pas réagir comme ça. Ok, dans ce cas-là, je me pose, je réfléchis à une autre réaction, etc. Toujours se demander qu'est-ce qui est. En fait, c'est une manière non pas de dire dis-moi ce qu'il faut que je fasse, mais voilà, j'ai envie de faire ça, est-ce que c'est assez juste ou pas? Voilà. Euh, on m'avait aussi, dans l'apprentissage, les premiers apprentissages du pendule, on m'avait dit qu'il fallait d'abord à chaque fois demander au pendule est-ce que tu veux bosser avec moi? Donc en fait, on demande à notre corps et puis à ce à quoi on est. Donc ça peut être pas mal. Effectivement, moi j'ai eu une période où il ne voulait plus bosser avec moi, mais parce que moi-même j'avais renoncé à l'utiliser, je m'étais engagé à plus l'utiliser, et donc il a fallu que je refasse une démarche de dire ok, je, je, je remets en question là, ce que j'ai dit avant, je suis prêt à l'utiliser. Dans ce cas-là, il était d'accord. Parce qu'effectivement, quand j'ai réutilisé, bah, il ne me répondait plus. Donc, réactiver le truc, dire OK, on reprend le processus. Euh,
Et on m'a dit aussi dans les premières questions avant de l'utiliser, c'est de demander son autorisation, enfin s'il est d'accord, ou si tout va bien pour le fonctionner. En fait, c'est plutôt ça éventuellement, c'est est-ce que je suis en bon état dans un bon état émotionnel. Je pense que je traduirais plutôt ça comme ça. Est-ce que je suis dans mes bonnes dispositions pour l'utiliser? Oui, non. Voilà, ça peut être pas mal. Deuxième question, c'était, enfin, qu'on m'a dit de poser, c'est est-ce que je n'ai pas une entité parasite sur moi qui pourrait du coup influencer les réponses? Je le faisais tout le temps au début, puis à force que ça réponde non, j'ai demandé est-ce que c'est nécessaire que je pose cette question? Et là, ça m'a dit non. Peut-être que c'est bien au départ de se poser la question quand on commence. Et puis ensuite, plus on est connecté, je pense, moins on a de chances d'être parasité. Ça, c'est encore une question d'ancrage personnel, indépendamment de l'utilisation du pendule. Alors du coup, moi, il se trouve que comme mes pendules sont des baguettes licornes, eh ben, elles vont bénéficier des mêmes, plus ou moins des mêmes vertus, c'est-à-dire, est-ce que, bah, tiens, je vais demander, est-ce que l'aspect de protection, bulle protectrice, elle va être toujours faisable, enfin, elle va toujours fonctionner quand j'utilise le pendule. Donc, oui, mais je trouve qu'il ne tourne pas fort, donc, hop, il me dit à 50%, parce que du coup, effectivement, je le tiens plus directement, il y a un peu plus de distance entre moi et le pendule, donc il va capter moins de mon énergie, mais il va quand même générer cette bulle transmutatrice, donc c'est peut-être bien de le prendre avant, quand on utilise une baguette pendule, de le prendre avant, de générer d'avoir un temps ou de le garder sur soi pour qu'il y ait cette bulle protectrice qui permette de éventuellement transmuter s'il y a des énergies parasites. Et ensuite, c'est bon. Est-ce que l'antenne fonctionne toujours, l'aspect antenne? Donc oui, mais à 25%. C'est-à-dire, bah, pareil, comme je ne tiens pas en main, le côté amplification de la captation est réduite. Mais il y en a toujours un peu. Et est-ce que, du coup, puisque la baguette licorne a aussi une énergie, enfin, transmute l'énergie, amplifie, transmute et anoblit l'énergie, élève l'énergie, est-ce que ça agit aussi quand je l'utilise en pendule? Voilà, entre 25 et 50%. Donc ça, là, pour le coup, je vois pas trop. À part de manière générale, par le biais de la bulle protectrice, élever l'énergie, je vois pas trop ce que ça peut fonctionner, mais voilà. Donc c'est un petit plus d'avoir la baguette, une baguette licorne en pendule, mais sinon ça peut être éventuellement si on a besoin d'utiliser un autre talisman en plus, ce genre de choses, ou une baguette dans l'autre main par exemple pour capter quand si on n'a pas une baguette pendule. Mais bon, voilà, ça c'est un petit plus, mais comme je vous dis, ça marche un peu avec tout ce qu'on veut. Le pendule, l'important c'est d'être le plus ancré, ce qui pour moi veut dire le plus en relation avec notre âme, et puis si ça peut nous aider à nous mettre en relation avec notre âme, bah, tant mieux. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Ah putain, j'ai dépassé la demi-heure. Je pensais pas que ce serait aussi long. Voilà, bah, du coup, bah, comme je disais au début, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. J'espère vous avoir apporté suffisamment d'informations. C'est pas exhaustif, c'est ma vision du pendule, ma compréhension, mon utilisation du truc. Donc vous en faites ce que vous voulez. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.